Merci beaucoup. Et nous allons donc passer à Son Excellence Monsieur l'ambassadeur André Ombessa, ancien ministre de la Jeunesse et ancien ministre de l'Intérieur de la République du Congo. Donc il va passer au podium pour son message. Nous rappelons que l'ambassadeur Ombessa est ambassadeur auprès des pays scandinaves pour le compte de la République du Congo. Excellence, à vous la parole. Éminence, Bambuta, Bakolo, Bamama, Batata, gardien de la tradition qui nous réunit ici, mes frères, mes sœurs, je mesure, et je suis très ému, je mesure ce privilège qui m'a été fait de prendre part à cet événement important. Événement international qui s'essaye à la restitution, et Monsieur le ministre l'a dit, à l'appropriation de son histoire. Son histoire à travers l'histoire de Tata Simon Kimbangu. Les historiens disent, et je suis de cette école, un homme, une communauté qui ne sait pas s'arrêter pour lire son histoire ressemble à une roue qui tourne dans le vide, à une toupie. Devrais-je dire que je ne suis pas kimbanguiste? Je dis, j'ai rencontré le kimbanguisme. Et ma rencontre avec le kimbanguisme à certains moments que je voudrais ici rappeler. D'abord, jeune ministre, et vous l'avez dit ici tout à l'heure, je suis venu de Brazzaville dans les années 60 pour représenter le président Alphonse Massamba Deba à l'inauguration de l'église de Matete. J'étais le plus jeune ministre de ce gouvernement, j'avais moins de 30 ans. J'eus le privilège d'entrer dans ce temple avec Papa Joseph Dianguenda qui me prit par la main et me conduisit. Nous nous sommes retrouvés seuls, et moi comme un enfant. Ma deuxième rencontre avec le kimbanguisme se fait au travers du président Alphonse Massamba Deba, curieusement. Lui, il est politique pourtant. Alors qu'il assure, le président Massamba Deba, alors qu'il assure la direction politique du Congo à un moment de la guerre des idéologies, le Congo-Brazzaville opte, vous le savez, pour le socialisme scientifique. Et dans la frénésie de notre jeunesse, et je suis président de la jeunesse à ce moment-là, Dieu seul sait si je suis très actif, dans la frénésie donc de cette jeunesse, nous jeunes, nous nous engageons à Brazzaville à copier le modèle socialiste tel qu'il fonctionne ailleurs.
nous en avions la ferveur. Et le président Massamba Déba prit de patience de nous convaincre plutôt que le socialisme ne pourra se vivre à Brazzaville que s'il devait porter des éléments vitaux de la culture africaine. Lui, il utilisa un mot de la culture bantoue. Nous étions jeunes, fous. La copie nous intéressait. Le message n'est pas compris. Je le comprendrai, nous ne le comprendrons avec d'autres, que bien plus tard, quand personnellement j'aurai relu attentivement les écrits du président Massamba Déba. Ses références à Tata Simon Kimbangu, à Kim Pavita. Je le comprends encore mieux lorsque je relis plus tard un livre qu'il aura écrit et qui s'intitule de manière symbolique de la révolution messianique à la révolution politique. Il était profondément kimbanguiste dans sa révolution politique. Nous, jeunes, nous fonctionnons ailleurs. La leçon de cette deuxième rencontre est l'identité. L'identité comme un élément de sécurité. Ceux qui n'ont pas d'identité ont peur. C'est le message que je trouve dans la référence que le président Massamba Déba donne, référence à Tata Simon Kimbangu, que seuls ceux qui reconnaissent ce qu'ils sont peuvent participer au changement. Et on peut travailler avec eux. Le troisième moment de ma rencontre avec Mbaï, c'est avec Papa Dianguinda, à un moment où un homme, l'homme que j'étais, se posait des questions essentielles. J'avais grandi, pas trop adulte, mais suffisamment. Et je commençais à me poser des questions essentielles de mon existence. Je me retrouve seul, loin de mon milieu culturel, et je regarde le Congo juché presque sur une colline. Je pleure. Hasard de l'histoire ou coïncidence du Très-Haut, je rencontre dans cette circonstance Papa Dianguinda sur cette colline où je suis seul, hors d'Afrique. Nous sommes en Suisse. J'avais besoin d'avoir une explication. Une explication sur les bouleversements que j'avais vécus, les bouleversements du monde, les bouleversements au niveau de ma société. Je ne comprenais pas.
que des populations que j'avais aimées et qui s'aimaient, j'avais pensé, en soient venues à s'entretuer. Je voulais comprendre. Je ne comprenais pas. Je voulais donc comprendre les divisions, les luttes, meurtrières entre ces différentes communautés qui occupaient l'espace du Congo. Comment expliquer, je voulais savoir, que Dieu qui nous renvoie à l'unité n'ait pas pu créer simplement des Bas-Congo. Il aurait pu créer des Batéké. L'ensemble de l'humanité pouvait être Téké. Ou alors l'ensemble de l'humanité pouvait être, elle est française. Comment Dieu qui renvoie à l'amour, qui nous demande d'aimer, crée la diversité? Comment il peut créer les Mboshi à côté des Bakongo? Comment? Je voulais savoir. Je le rencontre et je n'avais pas d'explication, je pleure devant lui. Il me regarde. Pendant de longues minutes, il n'a rien à me dire. Il pleure avec moi. Au bout d'un long silence, il me dit simplement, André, Dieu parle à chacun du milieu de la souffrance, à condition d'être attentif. Sèche tes larmes. Et il poursuit, tu devras porter à une autre étape ce que tes amis, aujourd'hui morts, ne peuvent plus faire. Tu le feras. C'est le prix de ta vie, ajoute-t-il. Il me demande de m'agenouiller. Il me bénit. Nous nous sommes séparés. Je ne le reverrai plus. C'est plutôt des éléments de témoignage du kimbanguisme. La dernière phase étant que je vis à Brazzaville toute la dimension du kimbanguisme avec des amis, des jeunes, mais aussi des anciens que je viens de retrouver, Tata Samba et bien d'autres, que je voudrais ici remercier du fond de mon cœur. Mes fonctions actuelles m'ont aidé à regarder certains peuples. On l'a indiqué, je suis dans le nord de l'Europe. C'est un privilège extraordinaire. Je regarde les changements au niveau de l'Europe, notamment. Et certaines puissances coloniales se mettent à relire leur histoire, curieusement. C'est qu'il y a eu du travail. Tata Simon est à l'origine, je dis oui. Aujourd'hui, il souffle un vent
de relecture de l'histoire par certains peuples. L'humanité presque entière, et notre sœur qui a parlé hier a montré notamment des repères d'Urban, mais aussi ici en 91, la remise en cause de l'esclavage, la remise en cause du colonialisme, la France est en train de discuter, etc. Et j'ai regardé, et j'ai retenu au moins 3 exemples que je voulais partager rapidement avec vous, avec l'indulgence du chronomètre de la présidence. Et ce que nous avions bien retenu, cet instant hautement historique lorsque le Vatican, siège du catholicisme, dont nous avons parlé ici, et que nous avons responsabilisé dans les événements qui sont survenus au cours de la vie de Papa Simon Kimbangu, le Vatican, avec le pape Jean XXIII, qui demande pardon au monde, au nom de l'Église pour toutes les fautes qui ont été commises. Est-ce que vous vous rappelez ce moment? Papa Simon Kimbangu est à l'intérieur. Le pape demande pardon. Souvent, ceux qui sont forts ne demandent jamais pardon. L'Église catholique demande pardon. J'ai écouté également, nous allons parler de la Belgique, en termes très sévères. Vous savez ce qui se passe en Belgique actuellement. Je demande à nos chercheurs de faire un saut à Bruxelles et de rentrer au musée de Bruxelles. La Belgique relit son histoire aujourd'hui. Et admet les fautes que la colonisation belge a commises au Congo, ouvertement à Bruxelles. Nous devions féliciter la Belgique de cet effort d'aller avec l'histoire. Reste, j'en tirerai la leçon sur la fin, reste, qu'est-ce que nous pensons, nous? Comment profiter du résultat de tout ce travail que vous avez fait, que Tata Simon Kimbangu a fait, que tous les autres ont fait, et qui arrive maintenant en surface? Qu'est-ce que nous en faisons? Dans les pays où j'assure la responsabilité, c'est-à-dire les pays du nord de l'Europe, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark, ces pays viennent de commencer en décembre, le 26 novembre dernier, une exposition qui va durer pendant 2 ans. Il donne un titre à cette exposition sur les traces du Congo. Ce n'est pas connu ici. Sur les traces du Congo. Certainement ma traduction n'est pas bonne, mais on peut aussi comprendre, ou alors sur les pistes du Congo, ou à travers les pistes du Congo. 150 ans de célébration par ces pays de leur rencontre avec le Congo. Sur tous les plans. Et eux-mêmes se découvrent. Ils ont découvert, je prends le cas des Suédois puisque ça a commencé là-bas, ils ont découvert qu'ils étaient des marins sur le fleuve.
Ils ont découvert et ils acceptent qu'ils ont été des instruments de la politique du roi Léopold dont nous avions dénoncé ici. Ils reconnaissent les aspects de la mission dont nous parlions, leur peur face à la mission catholique et à la Belgique et à la France qui sont dominantes ici dans la zone. Ils n'ont pas pu agir comme ils voulaient. Ils peuvent le dire maintenant. Il serait intéressant que nos chercheurs prennent le temps d'y aller et qu'au cours de cette conférence, au moins, une résolution soit prise pour pouvoir partager cette expérience avec ces pays nordiques. Et la population est surprise en grande partie. Parce que lorsque les militaires suédois sont arrivés, ou les militaires danois, ou les marins norvégiens, la population n'était pas consultée. Aujourd'hui, ils découvrent. Nous pouvons apprendre. Il y a des voies qui s'ouvrent. De m'être enrichi ici des témoignages donnés en ce lieu et puis convaincu, plus que je ne l'étais avant, de la dimension charismatique, plurielle de Papa Simon Kimbangu. Il y a quand même une image qui me hantait tout le temps que les amis sont passés pour parler. Elle a été formulée dernièrement par Monsieur le ministre et bien d'autres. L'image qui me tourmente est la suivante. Je revois théologiquement Saint Augustin, un père de l'Église bien connu, qui un jour va visiter les communautés chrétiennes qui sont installées en Afrique du Nord. Terre vierge. Il arrive, il trouve ces chrétiens dans la boue, sale, sans nourriture, presque nus. Il regarde, il s'écrie, mais quel Dieu ils doivent prier? Quel Dieu ils doivent prier? Ça c'est eux. Alors leur Dieu est comment? La question, je me le renvoie alors. Nous savons ce qu'est Papa Simon Kimbangu. Lui, il est parti. Et voici les kimbanguistes. Comment nous allons représenter Papa Simon Kimbangu? Dans toutes les dimensions qui nous ont été présentées ici et que je ne répète pas. Dimension religieuse, sociale, culturelle, politique, économique, etc. Lorsqu'on vient nous regarder, là, on dira, vous êtes disciple de Simon Kimbangu? Vous êtes sales. Nous sommes sales. Les chrétiens en Afrique du Nord avaient de l'eau. Ils ont de l'eau à côté, ils sont sales. Leur Dieu, ils sont sales. Les Congolais sont ici avec un grand fleuve, le plus grand fleuve du monde.
Ils ont faim. Vous êtes sale. Représentant de Tata Simon Kimbangu, qui se bat, et vous l'aviez dit ici, pour l'identité noire. Oui, quels sont les éléments de votre identité noire? Quel est le contenu de votre identité? Je termine en marquant simplement 2 points sur mon questionnement. Et si, sur ce que nous avions dit sur Tata Simon Kimbangu, nous pourrions prendre au moins 2 points. Le premier, d'être des Noirs fiers, d'être des Noirs qui se respectent, mais des Noirs qui acceptent les autres races. Sinon, nous ne serions pas différents. Des Noirs qui n'auront pas peur des Blancs, qui n'auront pas de la haine contre eux, contre les jaunes et contre les rouges. Vous êtes, nous sommes les mêmes hommes, en situation de domination. Nous ferons la même chose que ce que les pays coloniaux ont pu faire. Où se trouvent nos repères? Des exemples sont vivants sur le plan politique. L'Amérique domine aujourd'hui. D'autres puissances sont en train de naître. La Chine, déjà, on le voit. L'Inde, on le voit. Si les Chinois remplacent les Américains, quelle attitude ils vont avoir? Nous serons des Noirs, nous sommes des Noirs, mais quel est le contenu de cette identité? Deuxième interdit au niveau de cette identité, l'ethnocentrisme, qui est une situation, et c'est celle-là qui m'a fait pleurer et qui m'a fait rencontrer à Genève, comme je vous l'ai dit, Papa Diangueta. La paix dans un contexte de fragilité, l'Église kimbanguiste qui puise au fond du père fondateur, Tata Simon Kimbangu, et qui diffuse le message, son message à lui. Est-ce que le kimbanguisme nous aidera à dépasser le clivage ethnique? Je dis merci pour ce que j'ai vu déjà sur place, au Congo. L'Église n'est pas une église de Bas-Congo. Elle avance sur la partie nord du pays. Ça ne veut pas dire qu'il y a des victoires, notamment de cette espèce d'ethnocisme dont je parle. Mais je rends témoignage, simplement. Peut-être Kinshasa a une autre chance, ce problème vous l'avez un peu plus dépassé que ceux qui sont en face. J'en sais rien. Mais le clivage ethnique qui devra dépasser, justement, l'ethnocisme, et qui pourra donc créer des conditions favorables, des conditions endogènes, qui s'appuie sur une culture qui respecte toute la différence. J'ai entendu ici que Tata Simon Kimbangu n'a pas dit aux autres qu'il était supérieur. Il a refusé
certaines choses lorsqu'on lui a demandé de le faire et que ça ne correspondait pas au canon qu'il avait dans la tête. Il a simplement refusé. Est-ce que vous pouvez refuser certaines choses? Est-ce que nous pouvons, puisque nous prenons pacte ici, au cours de ce forum, que nous lutterons pour l'identité noire, quel contenu vous voulez donner? Tata Simon Kimbangu respecte la culture des autres. Il est Bakongo par hasard. Est-ce qu'il vous est possible, est-ce qu'il nous est possible d'avancer? C'est seulement lorsque nous nous dépassons que nous pourrions résoudre les problèmes auxquels nous pourrions nous attacher, que nous pourrions aborder les défis qui se présentent à nous actuellement. Et c'est le dernier élément que j'aborderai. Les sociologues disent qu'une culture n'est pas immuable. Nous sommes en train de renvoyer à une culture de Tata Simon Kimbangu, comme si nous l'avions prise. Est-ce que vous pouvez m'assurer que vous avez pris sa culture? Quels sont les éléments que vous avez? Vous êtes des voleurs, des paresseux finis? C'est ça qu'il était? Aujourd'hui, vos enfants ont tendance plutôt à l'enrichissement illicite. Ce ne sont pas vos enfants? Vous parlez de quelle culture? La culture change. Alors, quels sont les éléments de la nouvelle culture qui est la nôtre et qui nous porteront dans cette identité que nous adoptons aujourd'hui? Je souhaite que, en sortant d'ici, notre conscience de la responsabilité et de la représentativité du noir fasse un pas de plus, mais que comme tel, nous voulons participer au changement du monde. Et Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, si vous n'adoptez pas, si vous ne savez pas lire le temps, c'est-à-dire, nous sommes en saison de pluie, ce qu'il nous faut, ce sont des imperméables. Il faut que nous trouvions ceux d'entre nous, ou d'ailleurs qui les fabriquent. Nous ne sommes même pas troublés par les changements du monde, même technologiques. Même quand nous croyons en Dieu, personne ne s'est interrogé comment expliquer qu'on peut téléphoner aujourd'hui. On n'utilise pas le tam-tam. Ça ne paraît pas comme un miracle pour nous. Je suis à Brazzaville, ma fille me téléphone de Stockholm. C'est le travail. Ça, Tata Simon vous le demande. À vos enfants. Il faudra que les feuilles qui sont dans les forêts, dans les savanes, ne servent pas simplement aux autres pour aller fabriquer des médicaments dans leur pharmacie qui vous les renvoient ici à acheter. Il faut que vos enfants, vos chercheurs,
s'initie et puisse fabriquer ces médicaments. C'est vous qui les avez. Dieu vous les a donnés. À ce moment-là, nous aurons honoré Tata Simon Kimbangu dans sa philosophie. Et je le lis à ce que Massamba Deba disait, le passage de la révolution messianique à la révolution politique. Je vous souhaite bon succès.